Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez le 24 News. Heureuse de vous retrouver pour cette édition spéciale consacrée en majorité au méga projet de Kara Jubilat. Tout de suite les titres de l'actualité. Algérie de Béchar, le président algérien Abdelmajid Tebboune préside le lancement officiel de l'exploitation de la ligne ferroviaire minière ouest et le président de la République reçoit un accueil populaire chaleureux dans la wilaya de Béchar. Les détails dans ce journal. « 3,5 milliards de tonnes, c'est le volume total des réserves estimées plaçant la mine parmi les plus grands gisements de fer inexploités au monde. Les chiffres vertigineux font de Kara Jubilat le nouveau titan de l'industrie minière mondiale et la fierté de l'économie algérienne. En fait le point dans ce journal. Algérie, une voie ferrée géante reliant Kara Jubilat au nord, un levier économique profondément ancré en Afrique. Reportage dans ce journal. Et puis Algérie, ligne ferroviaire minière ouest, un nouveau pilier dans le processus d'intégration continentale. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est arrivé dimanche à l'aéroport Bouranem Ben Ali Lotfi dans la wilaya de Béchar pour présider la cérémonie de lancement officiel de l'exploitation de la ligne ferroviaire minière ouest Kara Jubilat Tindouf Béchar, l'un des plus grands projets stratégiques dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Le président de la République qui était accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a été accueilli par les autorités civiles et militaires de la wilaya de Béchar. Un accueil populaire chaleureux a été réservé dimanche au président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune par les citoyens de la wilaya de Béchar, reflétant le profond attachement populaire aux acquis de matière de développement, à la valorisation du processus de réalisation et au rapprochement du Grand Sud du centre de la décision économique nationale. Alors, quel est l'objectif attendu de cette mine gigantesque de Kara Jubilat et quel est le but pour cette infrastructure exceptionnelle? Décryptage avec Karim Bouaziz. Un train traversant le désert, Béchar, Kara Jubilat enfin mis sur les rails. Une ligne ferroviaire de l'extrême sud-ouest algérien de 950 km fin prête après 2 années de travaux gigantesques. Et pour cause, il ne s'agit rien de moins que du plus grand projet ferroviaire de l'histoire de l'Algérie pour asseoir la vision de l'Algérie 2030. L'objectif: permettre l'exploitation et le transport par la voie ferrée du minerai de fer du gisement de Kara Jubilat, un des plus grands gisements du monde avec 3,5 milliards de tonnes de réserves à destination de Béchar, où il serait traité dans un site sidérurgique avant d'être expédié au nord ou prendre le chemin de l'export. La cadence. D'après l'ANSERIF, l'Agence nationale des études et du suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, c'est une moyenne de 10 trains de transport jour, de voyageurs, de fret et de produits miniers qui circuleront dans les 2 sens sur l'ensemble de la ligne, le tout pour une intégration régionale plus dense. Le fer. 50 millions de tonnes par an du minerai seront acheminées à destination d'unités de transformation situées donc à Béchar, Naama ou à destination d'Arze pour l'international. De ce transport, il est prévu également l'acheminement de 25 millions de tonnes de produits semi-finis, une ligne ferroviaire réalisée, le tout pour que l'Algérie devienne un hub métallurgique régional. Une infrastructure exceptionnelle
Mais pour quel but? Une meilleure intégration des territoires parfois enclavés? Une réduction des coûts de transport et de marchandises? Un repositionnement du pays sur le flux logistique minier de la région? Et enfin, davantage de circulation de nos produits nationaux avec la promotion des zones du Sud. Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Un projet phare également pour l'intégration africaine et optimiser les échanges interafricains et surtout le renforcement de la position de l'Algérie en tant qu'acteur majeur du secteur minier au niveau régional mais également international. 3,5 milliards de tonnes, c'est le volume total des réserves estimées, plaçant la mine parmi les plus grands gisements de fer inexploités au monde. Les chiffres vertigineux font de Garage Billet le nouveau titan de l'industrie minière mondiale et la fierté de l'économie algérienne. Et depuis la wilaya de Béchar, notre envoyé spécial Mohamed Wali Ben Chaban nous rejoint depuis la nouvelle gare pour nous parler de l'inauguration. Bonsoir Asma, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al24 News. Donc pour une Algérie victorieuse et qui a toujours relevé les défis, une nouvelle étape vient d'être franchie. Quand vous l'avez en fait dans la réalisation des infrastructures stratégiques, quand vous l'avez suivi tout à l'heure, Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, vient d'inaugurer deux lignes ferroviaires, la première dédiée au transport des passagers reliant la ville de Tindouf-Béchar-Oran. La deuxième est dédiée au transport des marchandises. D'ailleurs, les premières cargaisons de fer brut ont été reçues ici à Béchar, dans cette nouvelle magnifique gare pour tous les Bécharis, mais aussi pour tous les Algériens. Permettez-moi de vous dire que cette nouvelle liaison ferroviaire, d'ailleurs pour les passagers, vise à faciliter les déplacements des citoyens algériens en offrant un moyen de transport régulier. Elle constitue également un levier important pour le désenclavement des régions du Sud, et tout en renforçant leur connexion avec le nord du pays. Au-delà de son rôle social, cette ligne de transport de voyageurs s'inscrit dans une vision stratégique de développement équilibré en accompagnant les grands projets économiques et miniers de la région. S'agissant de la deuxième ligne, celle des marchandises, la première cargaison qui a été reçue tout à l'heure, elle sera transférée vers la wilaya d'Oran, où elle fera l'objet d'opérations de traitement et de transformation industrielle.
en vue de sa commercialisation sur le marché national. Cette démarche vise également et principalement à répondre à la demande de croissante en matière première destinée au secteur de l'industrie. Je voulais dire toutes les industries confondues. La priorité sera accordée au marché donc local et le surplus de la production sera acheminé vers les marchés internationaux, contribuant ainsi à la diversification des exportations hors hydrocarbures. Cet projet structurant illustre la montée en puissance de la chaîne de valeur minière nationale depuis l'extraction à Garajbilat jusqu'à la transformation industrielle en passant par la logistique ferroviaire, faisant de Béchar un hub stratégique dans cette nouvelle dynamique économique. Merci Mohamed Ouali Ben Chaban pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Béchar. Et dans le cadre d'une initiative stratégique qui reflète une profonde transformation de sa vision économique, l'Algérie a lancé l'un de ses plus grands projets structurels, à savoir la mise en service d'une ligne ferroviaire de plus de 1600 km reliant la mine géante de Garajbilat aux zones industrielles et au port du nord du pays. Reportage à Abdelnour Hafsaoui, Ressissou Ilakilal. Pour consolider son développement économique et accélérer la diversification de ses revenus, l'Algérie entre dans une phase charnière avec le lancement de l'un des plus grands projets stratégiques de son histoire moderne. Le projet ferroviaire géant qui relie Oran au nord, en passant par Béchar et Tindouf jusqu'à Garajbilat, à l'extrême sud-ouest, sur une distance de plus de 1600 km. Un projet vital qui non seulement raccourcit les distances, mais redessine également la carte économique du pays, en reliant l'une des plus grandes mines de fer au monde, dont les réserves dépassent les 3,5 milliards de tonnes de minerais de fer, à des zones industrielles et des ports stratégiques au nord, ouvrant ainsi des perspectives sans précédent en matière d'investissement, de production et d'exportation. Cela permet à l'Algérie de raccorder sa profonde immensité sur tout le sud-ouest et d'exploiter les grandes ressources que renferme cette région. C'est un projet important pour toute l'Algérie et pour cette région en particulier. Du côté économique, le train réduit les coûts de transport et remplace l'équivalent de 50 grands camions, ce qui participe à épargner nos routes et garantir la rapidité du transport à travers cette ligne ferroviaire. Les délais baissent à 2 jours, grand maximum. Ce projet représente un pilier essentiel pour l'exploitation des ressources minérales, car il permet le transport de millions de tonnes de minerais de fer par an, avec une réduction significative des coûts de transport et un soutien direct aux industries manufacturières, principalement la sidérurgie, en plus de créer des milliers d'emplois directs et indirects. Les enjeux de ce projet ne se limitent pas à ses avantages économiques, mais s'étendent à des dimensions géoéconomiques plus larges, car il devrait constituer un puissant levier d'intégration régionale et consolider la position de l'Algérie comme porte d'entrée vers l'Afrique et comme pont logistique et stratégique reliant le nord au reste de l'Afrique. Ce projet offre à l'Algérie un chemin qui lui permet de transporter et d'exporter ses matériaux. En d'autres termes, l'Algérie deviendra une plateforme logistique du sud au nord, ce qui est très important car ça devient une artère pour le transport de cette ressource brute vers d'autres pays. Plus les infrastructures sont développées, plus les échanges commerciaux avec les autres pays seront importants. Le développement des infrastructures fera de l'Algérie la porte d'entrée vers le continent africain. La situation géographique de l'Algérie et ses lignes de transport, que ce soit la route vers le désert ou la ligne ferroviaire, font de l'Algérie un axe qui relie le nord au sud. Le projet de chemin de fer Oran-Béchar-Garajbilat, en passant par Tindouf, reflète une orientation stratégique claire fondée sur l'exploitation optimale des ressources nationales, le renforcement du tissu industriel et la consolidation de la position de l'Algérie en tant que plateforme logistique régionale. Ces réalisations servent le développement durable et renforcent sa position à l'intérieur et à l'extérieur du continent, dans un message clair qui confirme l'attachement de l'Algérie à l'égard de son ancrage africain, de son industrie et de sa logistique comme pilier d'une économie diversifiée et plus résiliente face aux transformations mondiales.
Et le président du Conseil d'affaires algéro-mauritanien, Youssef El Razis, s'attend à ce que le projet de la ligne ferroviaire minière ouest place l'Algérie au cœur de l'intégration africaine et consolide sa position en tant que véritable porte d'entrée du continent. Dans un entretien accordé à L24 News, le président du Conseil d'affaires algéro-mauritanien a affirmé que la ligne ferroviaire constitue une étape concrète de la dimension africaine dans la vision stratégique de l'État algérien. Reportage Jamal Sultani, récit Amal Amzian Zitouni. La ligne ferroviaire de l'Ouest, longue de 950 km et reliant Béchar, Beni Abbès et Tindouf à Garage Bilet, dépasse le cadre de l'activité minière pour former un axe d'intégration continentale. Elle incarne un changement géostratégique visant à connecter les chaînes de valeur nationales au marché ouest-africain prometteur. Ce corridor ferroviaire redessine le paysage logistique du triangle Tindouf-Zouirat-Nouakchott, dynamisant les zones libres en tant que pôle industriel. Ces pôles confèrent aux exportations algériennes un avantage concurrentiel sur les marchés ouest-africains, qui comptent plus de 350 millions de consommateurs. La ligne ferroviaire Tindouf-Garage Bilet relie Tindouf au réseau ferroviaire national et plus précisément à Tébessa. Grâce à elle, Tindouf est devenu un pôle industriel algérien permettant à la ville de se positionner comme une plateforme d'exportation via cette ligne et la zone libre existante. La ligne ferroviaire constitue ainsi un atout précieux pour la zone libre, contribuant à son développement et en faisant un moteur essentiel de la croissance de cette région frontalière. De plus, son raccordement à la route Tindouf-Zouirat vers Nouakchott permettra de connecter l'économie nationale à l'Afrique de l'Ouest, une région d'environ 350 millions d'habitants. Ici, la doctrine géoéconomique de l'Algérie se manifeste clairement, dépassant les simples objectifs marketing pour construire des partenariats structurels durables. La wilaya algérienne de Tindouf se transforme ainsi d'un simple point de passage frontalier en une plateforme stratégique pour l'acheminement des excédents de production nationale vers les marchés continentaux. La nouvelle ligne ferroviaire est un facteur clé de l'amélioration de la compétitivité des produits algériens grâce à la réduction des coûts de transport. Elle garantit la préservation des marges bénéficiaires des produits nationaux et maximise leur compétitivité et prix, conférant ainsi aux produits algériens un avantage technique et commercial sur le marché international. Cette ligne minière peut également servir au transport de marchandises. Elle achemine les matières premières vers le nord et les produits manufacturés des usines du nord vers l'Afrique de l'Ouest. Cela crée de la valeur et rend l'exploitation de la ligne ferroviaire relativement peu coûteuse car elle peut circuler du nord au sud à plein charge, ce qui influe considérablement sur les prix des matières premières et garantit la compétitivité. Cette ligne minière consolide indéniablement la pleine souveraineté de l'Algérie sur ses ressources grâce à son intégration efficace aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Son aspect le plus important est le renforcement de la souveraineté nationale sur l'économie algérienne. En passant du statut de transporteur de matières premières à celui de garant de la sécurité industrielle, la ligne minière place l'Algérie au cœur d'une nouvelle approche régionale. Cette approche dépasse le simple rôle de fournisseur et fait de l'Algérie un acteur incontournable, doté des outils de contrôle logistique nécessaires pour exercer une influence géoéconomique tangible et renforcer l'intégration continentale. Justement, pour avoir plus de détails sur la réalisation de ce méga projet, nos équipes se sont entretenues avec Reda Amrani, expert en politique industrielle. Non, je vous dis, c'est un miracle. Nous, dans nos rêves les plus fous, si on peut utiliser cette expression, on ne voyait pas la voie ferrée se réaliser en moins de 6 à 8 années. On avait fait des études pour ça, les études de réalisation. On était arrivé à l'avant-projet d'études détaillées pour la voie ferrée. Eh bien, elle est réalisée en 2 ans, moins de 2 ans. C'est un miracle pour notre pays. Je félicite tous ceux qui ont contribué à cette réussite, du président de la République à tous ceux qui ont travaillé sur le terrain. Pour nous, pour notre génération, c'est extraordinaire ce qui vient d'être fait. Et je le dis en toute humilité.
Et qu'est-ce que ce méga projet va apporter à l'Algérie, à l'Afrique? Élément de réponse, toujours avec Reda Amrani, expert en politique industrielle. Pour l'Algérie, je vous le dis, c'est la sécurité d'approvisionnement d'une partie très importante de notre industrie. La métallurgie, la mécanique, l'infrastructure, la construction navale, tout ça, grâce à ce minerai, grâce à cette voie ferrée, grâce à cette autonomie totale, on gère de A à Z tout le système productif, tout le système de développement. Et pour l'Afrique, vous imaginez, nous sommes au port à Tindouf, nous sommes à 24-48 heures des réseaux ferroviaires africains. On pourra aller traverser la voie ferrée transversale qui part de Dakar jusqu'à Lagos. On pourra donc, et on peut atteindre aussi jusqu'à Accra et Abidjan. Donc on peut, comme on a construit cette voie ferrée jusqu'à Tindouf, on peut encore aller jusqu'à Accra. C'est ça notre avenir. Et pour l'Afrique, imaginez qu'on va mettre un conteneur qui sera débarqué sur un port algérien. On va le mettre à 48 heures par train de sites comme Abidjan ou Accra, au Ghana. Vous imaginez pour l'Afrique? Et on va raccorder l'Afrique à la Méditerranée par la voie ferrée. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à Tindouf, il faut qu'on continue et qu'on aille jusqu'à Accra, jusqu'à Abidjan. Voilà et ça nous permet aussi de par là d'aller jusqu'à Lagos, puisqu'on va avoir la voie ferrée de Dakar jusqu'à Lagos. Voilà ce que c'est pour l'Afrique. C'est ce que nous sommes en train de vivre, notre génération, est quelque chose d'extraordinaire. Je vous le disais en titre, un accueil populaire et chaleureux a été réservé ce dimanche au président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, par les citoyens de la wilaya de Béchar. Plongeons maintenant dans l'ambiance réunion à Béchar, où se trouve notre envoyée spéciale Maria Chouyer. Maria, décrivez-nous l'ambiance autour de cet événement où vous vous trouvez actuellement. Bonsoir Asma, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, sur la placette de Béchar dans le sud-ouest de l'Algérie, une région stratégique qui accueille aujourd'hui le lancement officiel d'un projet majeur, l'un des projets les plus importants pour l'Algérie, le projet minier de Garage Bilet. Le coup d'envoi de ce projet a été donné par le président de la République depuis la gare de train, et ce dès son arrivée à Béchar. Ici au cœur de l'événement, on peut, après avoir beaucoup écouté et observé, on peut dire que ce projet est stratégique pour plusieurs raisons. D'abord, par sa taille, Garage Bilet fait partie des projets les plus importants du pays, avec des investissements de plusieurs milliards de dollars, résultat des milliers d'emplois directs et indirects pour la région. Également par les infrastructures qui l'accompagnent, notamment la ligne ferroviaire Béchar-Garage Bilet, longue de près de 1000 kilomètres, essentiels pour le transport et également pour, le transport et le développement de cette zone. Le projet de Garage Bilet, comme on l'a dit, est l'un des plus importants du pays, avec des réserves estimées à plusieurs milliards de tonnes. Et avant de vous quitter, Asma, je tiens à vous préciser, je sais que tout le monde le sait, mais il est toujours important de le rappeler, que ce projet a été réalisé en un temps record. En même pas 2 ans, le projet a été finalisé dans des conditions des plus extrêmes, ici au cœur du Sahara, et ça, ce n'est pas rien. Maria Chouyer, pour tous ces détails.
Dans le même contexte, cap ce soir sur la formation des jeunes au cœur des grands projets d'infrastructure. La wilaya de Béchar mise sur la formation des jeunes pour soutenir des grands projets d'infrastructure. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Béchar, Mohamed Wali Ben Chaban. Le récit est de Iman Merat. La wilaya de Béchar connaît une dynamique notable dans le secteur des travaux publics, soutenue par de grands projets structurant un effort renforcé en matière de formation professionnelle. Cette stratégie vise à former une nouvelle génération de jeunes apprentis qualifiés pour accompagner les chantiers d'envergure de la région. À l'Institut national spécialisé en formation professionnelle, Maprouti Lahsen, plusieurs filières techniques sont développées en adéquation avec les besoins du terrain. L'Institut est de création récente puisqu'il a été fondé en 2016 et il propose plusieurs spécialités relevant du secteur du bâtiment des travaux publics. Dans ce cadre, un nombre important de stagiaires a été formé et diplômé au sein de cet institut, estimé à environ 1160 stagiaires, dont la majorité dans les spécialités de la topographie, des ouvrages d'art et des travaux publics, en plus d'autres spécialités directement liées aux grands projets réalisés sur le territoire de la wilaya. S'agissant des spécialités de l'Institut, a été précurseur dans la proposition de formation adaptée aux exigences des projets stratégiques, notamment le projet de la ligne ferroviaire reliant la région de Garaj-Bilet, en particulier dans les domaines de la topographie, des travaux publics et des ouvrages d'art. La formation de techniciens supérieurs en topographie considérée comme un métier clé dans la planification, le suivi et le contrôle des projets de travaux publics joue un rôle essentiel dans la réussite des grands chantiers d'infrastructure en garantissant la précision des études, la conformité des réalisations et le respect des normes techniques. Au sein de l'Institut, nous avons des stagiaires spécialisés dans le niveau professionnel 5. Cet institut, comme mentionné précédemment, est spécialisé dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Il propose de nombreuses spécialités, notamment des travaux publics ainsi que d'autres spécialités liées à la rédaction technique et à la gestion de projets pour le niveau 5. Les stagiaires ont appris à gérer des projets et à organiser des opérations de travail, en plus d'effectuer les mesures topographiques sur le terrain, de préparer des relevés topographiques des projets ainsi que les opérations de topographie pratique liées au terrain. Ces jeunes apprentis sont essentiels pour les projets d'infrastructures, de routes, d'ouvrages d'art et de réseaux ferroviaires. Je suis stagiaire en 2e année. Nous avons appris les bases de la topographie qui permettent de mesurer le terrain et de déterminer ses caractéristiques avec précision. Ces connaissances sont utilisées pour effectuer les mesures fondamentales des projets. Cela inclut également certains instruments tels que l'arpentage topographique qui constitue un modèle de référence essentiel dans le cadre des projets. La formation en travaux publics et ouvrages d'art occupe une place centrale, permettant aux apprentis d'acquérir les compétences essentielles à la construction de ponts, de tunnels et d'ouvrages hydrauliques, indispensables au développement régional et à l'exploitation des ressources minières du sud-ouest algérien. Notre première spécialité est la protection des travaux publics et des ouvrages d'art. Les stagiaires bénéficient parfois de sorties sur terrain pour se familiariser avec le déroulement des projets au niveau de la wilaya. La wilaya accompagne plusieurs projets de développement, en particulier dans le domaine des ouvrages d'art, ce qui reflète l'intérêt important que porte Monsieur le Président de la République aux projets de la wilaya, notamment pour la réalisation de ponts et de lignes ferroviaires, en particulier celles reliant la wilaya de Béchar à Tindouf, dans le cadre de l'exploitation des ressources énergétiques et minières. Les formations en BTP à Béchar visent à préparer des cadres et des techniciens spécialisés dans les travaux publics, le bâtiment, ainsi que la maintenance et l'exploitation des lignes ferroviaires, un mode de transport stratégique. À travers ces initiatives, la wilaya forme les compétences humaines nécessaires à la réalisation et à la pérennité des grands projets, une démarche qui renforce le rôle stratégique de Béchar dans l'économie nationale.
Et l'Algérie conforte sa position en tant qu'acteur incontournable de la nouvelle carte minière mondiale. Le méga-projet de Gare du Billet inauguré ce dimanche par le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, propulse l'Algérie au rang des géants mondiaux de l'industrie minière. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Abdelkader Soufi, expert en relations internationales. Bonsoir, monsieur Soufi. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bonsoir. Alors, pour commencer, monsieur Soufi, que représente le jour d'aujourd'hui pour l'Algérie avec l'inauguration du méga-projet de Gare du Billet? Vous savez, à quelques jours de la fête du 24 février, donc la récupération des hydrocarbures, ce jour représente encore un jour de fête pour l'Algérie, pour les Algériens, car il propulse l'Algérie, donc comme vous l'avez si bien dit, au premier rang mondial dans l'industrie de l'acier et du fer, de la sidérurgie, mais surtout il a ce potentiel d'exister et de redimensionner d'abord la carte géopolitique et stratégique mondiale, mais surtout c'est un projet porteur multidimensionnel. Non seulement donc il a cette portée industrielle et économique mondiale, mais il a une portée sociale et une portée industrielle et aussi une portée politique. Car, vous savez, en matière de social, c'est un projet qui va permettre l'émergence d'une ville minière qui accueillera plus de 25 000 postes de travail permanents et 125 000 de postes non permanents. Et cela donc démontre la dynamique qui serait autour de ce gisement aussi. Il a l'avantage de relier le nord au sud, donc créer les équilibres et permettre donc un flux vers le sud et aussi en faire des hauts plateaux une partie intermédiaire, car ce projet, non seulement il est là, il est exploité, mais il sera acheminé vers le nord en passant par Béchar, par Naama ou des usines de transformation aussi, de manufacture de transformation de l'acier y seront. Et aussi, vous savez, avec cette ligne ferroviaire de 950 km, une autre prouesse des plus grandes qui permet à l'Algérie, donc d'abord de développer ce secteur qui permet un développement social qui fera qui mettra terme peut-être à une grande partie du chômage et aussi donc qui donnera une richesse supplémentaire. Justement, monsieur Soufi, ce qui m'amène à vous poser cette question, la mine de Gare du Billet qui s'étend sur une superficie imposante, va-t-elle insuffler une dynamique économique et créer plusieurs opportunités d'emploi? Absolument. Donc cette portée, elle est d'ordre local et international parce que ça va créer une dynamique locale et beaucoup de secteurs vont, j'allais dire, vont converger vers ce secteur, notamment le secteur de l'agriculture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, le tourisme, et aussi, donc, à partir de là, vous avez donc deux grandes portes qui s'ouvrent. D'abord, la porte du Nord, qui sera donc l'acheminement des produits finis et semi-finis vers l'Europe et vers le monde, et aussi une autre ouverture dans le cadre du projet Afrique 2063 qui permet à l'Algérie de pénétrer le marché africain à travers la route de Zouiret, pourquoi pas aussi un prolongement de cette ligne ferroviaire, et cela ne fera que grandir l'Algérie et s'ouvrir sur une grande part du marché africain. Le marché africain, je vous rappelle, il compte 3 500 milliards de dollars PIB par an. Donc 5 à 10% de ce marché représenterait quelque chose comme 400 à 500 milliards de dollars minimum. Alors, ce secteur va permettre à d'autres secteurs, vous savez, à Béchar, on fait dans le ciment, on fait dans d'autres produits, aussi avec l'avènement aussi prochainement du projet de Adrar Beledna, en matière de lait et de viande, mais aussi d'autres projets, celui de Oued Amizour et celui de Bled El Hadra,
deux grands géants de la minerie algérienne qui vont conforter et surtout équilibrer les rentrées d'argent de l'Algérie et donc donner plus d'indépendance par rapport à la rente pétrolière. Justement, Monsieur Soufi, ce projet va-t-il ouvrir des perspectives économiques et sociales pour la région du sud-ouest algérien ? Ah, totalement. Ça va désenclaver le sud, mais ça va créer une dynamique aussi importante que celle du nord. Vous allez voir, quand je dis une ville minière, ça veut dire tout ce qu'il va y avoir en tant que j'allais dire, comme développement industriel, prestation de services, vraiment une mégapole qui va se dessiner là-bas. Donc nous sommes effectivement dans une dynamique extraordinaire. Justement, projet phare également pour l'intégration africaine et surtout pour le renforcement de la position de l'Algérie en tant qu'acteur majeur du secteur minier au niveau régional. Quel est l'impact de ce gisement sur le marché africain international, Monsieur Soufi ? Je disais tout à l'heure que la production de ce minerai qui est à 10 mètres de profondeur par rapport à la surface, donc il est pratiquement à la surface. Donc l'extraction, elle est simple. L'énergie, elle est algérienne, donc un coût compétitif. Le transfert, c'est aussi algérien, mais en plus, nous parlons d'un fer vert, donc, ou de l'acier vert. Ceci dit que une taxe en moins de carbone, ce qui donnerait un produit compétitif à la chaîne, sur la scène internationale. En plus que l'Europe, c'est à 2 pas, c'est à moins de 72 heures, contrairement à d'autres produits qui viennent d'ailleurs et qui demandent au moins un mois minimum pour arriver, sans parler des coûts d'exploitation. Donc c'est un projet qui ne fait que assurer une position extraordinaire sur la scène internationale. En plus, donc un produit fini, vous allez voir que beaucoup d'industries vont se placer autour, le rang à béton, l'industrie du bâtiment, de l'automobile, et j'en passe. Donc autant d'éléments qui vont permettre à l'Algérie de se positionner aussi en Afrique, en désenclavant l'Afrique à travers la route de Zuélette, peut-être je disais autre moyen. Cela mettrait l'Algérie vraiment en tant que pivot africain et méditerranéen et même mondial. Merci Monsieur Soufi pour tous ces détails. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Et puis cette information, l'établissement de développement de l'industrie de véhicules relevant de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale a réceptionné dimanche au niveau du port d'Alger une première cargaison de 335 bus, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune visant l'importation de 10 000 nouveaux bus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, commandant suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale visant à importer 10 000 nouveaux bus pour moderniser le parc national de transport de passagers sous la supervision du général ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, la direction des industries militaires représentée par l'établissement de développement de l'industrie automobile a entamé la réception d'une première cargaison de 335 autobus de différents types au port d'Alger le dimanche 1er février 2026. Cette cargaison fait partie d'une commande totale de 6 800 autobus en provenance de partenaires étrangers, à savoir la République populaire de Chine et la République fédérale d'Allemagne. La livraison des bus restants est prévue dans les prochains jours.
Et dans le reste de l'actualité de ce journal en Palestine occupé, le bilan de l'agression génocidaire sioniste sur la bande de Gaza atteint 71 795 martyrs et 171 551 blessés depuis le 7 octobre 2023. Des sources médicales ont rapporté ce dimanche que le total des personnes arrivées dans les hôpitaux de la bande de Gaza au cours des 48 dernières heures jusqu'à présent est de 26 martyrs et 68 blessés, tandis qu'un certain nombre de victimes restent sous les décombres et dans les rues où les équipes de secours et d'évacuation sont incapables de les atteindre jusqu'à présent. Les mêmes sources ont indiqué que le nombre total de martyrs depuis le cessez-le-feu du 11 octobre dernier atteint 523 et le nombre total de blessés à 1433, tandis que 715 corps ont été récupérés. Et le point de passage frontalier de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte a rouvert de manière limitée tôt dimanche matin, ont indiqué des sources palestiniennes. Dans un premier temps, le point de passage de Rafah sera ouvert uniquement aux résidents. Les personnes souhaitant traverser cette frontière devront déposer leur demande au moins 24 heures à l'avance et se soumettre à un contrôle de sécurité à distance effectué par les forces sionistes. Le passage à double sens pour les résidents devrait débuter lundi. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, ONG Médecins sans frontières a été sommé dimanche par l'entité sioniste de mettre fin à ses opérations dans la bande de Gaza. Avant fin février, cette décision intervient dans un contexte humanitaire et sanitaire particulièrement critique à Gaza, où les hôpitaux et centres médicaux dépendent largement du soutien des organisations internationales pour assurer les soins d'urgence aux blessés et aux malades. MSF figure parmi les principales organisations médicales opérant dans l'enclave palestinienne, fournissant notamment des interventions chirurgicales d'urgence, des traitements pour les blessés et un appui aux structures de santé confrontées à une grave pénurie de personnel et de matériel médical. Et plus de 1000 Palestiniens, dont près d'un quart d'enfants, ont été assassinés en Cisjordanie occupée depuis octobre 2023, selon l'UNRWA. Dans un communiqué publié dimanche, Philippe Lazzarini, commissaire général de l'agence onusienne, a déclaré que les violences en Cisjordanie occupée avaient atteint des niveaux records. Il a déclaré que depuis le lancement, il y a un an, par les forces sionistes d'une opération militaire massive baptisée Mur de fer à Jenin et à Tulkarem en Cisjordanie, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées, soit le plus grand déplacement de population depuis 1967. La direction l'Iran à présent, où le guide suprême iranien l'Ayatollah Ali Khomeini a déclaré que si les États-Unis attaquaient l'Iran, cela créerait un conflit régional dans un contexte de tensions accrues entre Washington et Téhéran. Selon l'Iran, une solution diplomatique reste envisageable, Téhéran se disant prêt à des négociations équitables qui ne visent pas à restreindre ses capacités de défense. Quand on les entend parler de guerre, dire des choses comme « on viendra avec tel ou tel avion et on fera ceci ou cela », ce n'est pas nouveau. Les Américains nous ont menacés à maintes reprises par le passé, en disant « toutes les options sont sur la table, y compris celle de la guerre ». Ils ont toujours tenu ces propos. De même, cette personne prétend constamment qu'ils ont envoyé des navires de guerre. Mais la nation iranienne ne se laissera pas intimider par ces choses. Le peuple iranien ne se laissera pas intimider par ces menaces. Il ne craint pas une confrontation loyale. Nous ne sommes pas à l'origine de ces attaques et nous ne voulons attaquer aucun pays. Mais la nation iranienne ripostera avec force contre quiconque l'attaque et la harcèle.
Toujours en Iran, le président du Parlement iranien Mohamed Bagher Ghalibaf a déclaré dimanche sur un compte social qu'en réponse à la décision de l'Union européenne de classer le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne comme organisation terroriste, l'Iran considérera les forces armées de tous les pays de l'Union européenne comme des groupes terroristes et tous les pays de l'Union européenne concernés en subiront un ensemble des conséquences, a ajouté Ghalibaf. De son côté, dans un communiqué de presse, le Conseil de l'Union européenne a déclaré avoir décidé d'imposer des mesures restrictives à 15 responsables iraniens et à 6 entités. Au Soudan, la compagnie aérienne nationale Soudan Airways a opéré dimanche 1er février un vol commercial intérieur en provenance de Port Soudan, son premier depuis le début de la guerre en avril 2023. Il s'agit du premier vol régulier payant vers la capitale depuis la réouverture de l'aéroport l'année dernière. L'aéroport situé au centre de la capitale soudanaise a été pris pour cible dès le début de la guerre par les forces de soutien rapide, ce qui a entraîné d'importants dégâts à ces bâtiments et un arrêt immédiat des vols. Aujourd'hui, nous sommes de retour, forts de nos forces et des sacrifices de nos héros et de nos martyrs. Le peuple est heureux et exultant. Il nous accueille à bras ouverts. Chacun est heureux de serrer l'autre dans ses bras. C'est formidable. Je n'aurais jamais imaginé que cela se produise facilement. Et cela ne s'est pas fait sans sacrifice. Nous assurons tous les citoyens, les compagnies aériennes et tous les acteurs du secteur aéronautique au Soudan que nous sommes prêts à assurer nos missions opérationnelles à l'aéroport de Khartoum afin qu'ils puissent pleinement servir les voyageurs soudanais et l'économie soudanaise. En Ukraine, une nouvelle série de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie négociés sous l'égide des États-Unis se tiendront les 4 et 5 février, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant que Kiev était prêt pour une discussion de fond. Zelensky note que son équipe de négociation vient de remettre son rapport et que les dates des prochaines réunions trilatérales ont été fixées les 4 et 5 février. Zelensky a ajouté, je cite, l'Ukraine est prête pour une discussion de fond et nous tenons à ce que le résultat nous rapproche d'une fin réelle et digne de la guerre. Et en Russie, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, a déclaré que les puissances européennes n'étaient pas parvenues à vaincre la Russie en Ukraine, mais qu'elles s'étaient infligées de graves dommages économiques en essayant de le faire. L'Europe m'a beaucoup surpris, car par ses propres actions, elle sape les fondements même de son existence. C'est tout simplement sidérant. L'Europe peut ne pas apprécier le système politique russe et ses dirigeants. C'est son droit. Elle a le droit d'avoir une opinion. Mais lorsque, pour atteindre des objectifs personnels ou politiques étroits, elle détruit les fondements de sa propre prospérité économique juste pour punir la Russie, c'est stupéfiant. Nous savons ce qui s'est passé avec l'énergie et avec l'approvisionnement de toute une gamme de matières premières et de produits agricoles en Europe. Les prix augmentent, l'inflation grimpe et les problèmes se multiplient. Tout cela est fait pour nuire à la Russie. Et d'un autre côté, pour afficher une certaine solidarité avec l'Ukraine. Ils n'ont rien obtenu. La situation ne fait qu'empirer. En théorie, ils devraient revenir à la raison, comme certains pays l'ont déjà fait. Ils avaient compris au départ qu'il était inutile de se nuire à eux-mêmes. Pas à la Russie, mais à eux-mêmes. Mais non, ils persistent dans cette voie. En fin de compte, j'ai l'impression qu'une bande de fous, ceux qui dirigent l'Union européenne, a pris le pouvoir en Europe. Банда полоумных, которая стоит во главе Европейского Союза.
Direction le Costa Rica à présent, où les électeurs ont voté ce dimanche lors d'une élection générale, alors que le gouvernement populiste de droite cherche à prolonger son mandat et à assurer le contrôle du Congrès à un moment où la violence alimentée par la drogue s'est emparée du pays. Les sondages ont montré qu'environ un quart des 3,7 millions d'électeurs étaient indécis avant l'élection, bien que la réélection consécutive ne soit pas autorisée au Costa Rica. Les premiers résultats sont attendus ce soir vers 20h45. Au Pakistan, les forces de sécurité pakistanaises ont éliminé 145 terroristes et 40 heures après des attaques coordonnées à travers le Baloutchistan, a déclaré dimanche le ministre en chef de cette province du sud-ouest, alors que les autorités luttent contre l'une des flambées de violence les plus meurtrières de ces dernières années. Il a également indiqué que 17 membres des forces de l'ordre et 31 civils avaient été tués lors des attaques. Ces attaques soulignent la persistance des insurgés dans cette province riche en ressources frontalières de l'Iran et de l'Afghanistan, où des groupes ont intensifié leurs attaques contre les forces de sécurité, les civils et les infrastructures. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition spéciale consacrée en majorité au méga-projet de Garadjubilat. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al 24 News et à très bientôt. Tout de suite, retrouvez Mounia Safir pour votre journal en langue arabe.